de toute façon. Je vous fais écouter quelque chose, on revient tout de suite après. OK. Je suis assez indécis parce que je trouve que ce qui a été dit jusqu'à date, il n'y a rien qui me correspond. Je suis convaincu que le NPD est capable de faire aussi bien que les conservateurs. Ça a peut-être dégringolé par rapport au NICAB, là, cette affaire-là. Mais en fin de compte, il va te bien surprendre. C'est sûr que j'imagine que les sondages influencent toujours un peu la population, mais j'espère qu'ils vont être capables de prendre une décision réfléchie par eux-mêmes. Alors, les sondages, je voulais vous faire plaisir en début de panel. On va montrer un tableau, si vous le voulez bien. Intention de vote au Canada, d'abord. C'est un abacus. C'est sorti aujourd'hui. 32 conservateurs, 29 pour les libéraux et 27 pour le NPD. Une chute pour le NPD, mais vous allez voir le prochain tableau. Ça, c'est au Québec. NPD, 30 d'appui, toujours en première place, mais regardez à côté, une baisse de 17 Bon, j'ai hâte de vous entendre. Libéraux, 24 en hausse. Une forte hausse pour les conservateurs au Québec, selon le sondage, 21 et le Bloc est à 20 Bien sûr qu'on ne peut pas prendre les chiffres au pied de la lettre. C'est peut-être pas moins 17, mais je pense qu'on va tous s'entendre qu'il y a quelque chose qui se passe pour le NPD. Ralentissement qu'on sent depuis plusieurs semaines. Et là, une dégringolade de Michel. Oui, c'est clair, n'importe quel candidat NPD au Québec va vous le dire. Quand ils vont aux portes, là, ils le sentent. Il y a un effet NICAB. Il y a aussi un autre effet. M. Mulcair s'est fait attaquer très durement en disant il dit pas la même chose en français et en anglais. Il n'a pas répondu à ces attaques-là. Elles vont faire mal aussi. Cela dit, 17 points, c'est une hémorragie. C'est pire que ce que le Bloc perdait quand est arrivée la vague orange il y a 4 ans. Remarquez que ce que la vague donne, la vague peut le reprendre. Hein? Mais ça m'étonnerait que ça soit aussi fort que ça. Cela dit, la perte actuellement d'appui au NPD est évidente, elle est palpable au Québec. Mais ce qui me chicote un peu dans le sondage Abacus, c'est que ça s'en irait aux conservateurs. Alors les gens iraient au NPD essentiellement pour battre Harper, puis après ça, ils s'en retourneraient chez Harper. Ça, j'ai de la misère à voir comment on peut faire ce pas-là. Emmanuel, oui, c'est ça. Parce qu'au-delà des chiffres bien précis, il y a une tendance au Québec et ailleurs, en Ontario également. Le NPD avait plafonné il y a 2 semaines. Oui, le NPD plafonne en vérité presque depuis le début de la campagne et là ralenti. Ce qu'il faut comprendre, et là où les chiffres du Québec font très mal au reste de la campagne du NPD ailleurs au pays, c'est à 2 égards. Depuis le début de la campagne, on le disait, quand le NPD semblait haut au Canada, on disait faut prendre ça avec des pincettes. Les chiffres nationaux sont nourris par la force du NPD au Québec. Mais là, c'est l'effet inverse. Mais le problème, c'est que dans tous les gros rassemblements, tout le message, une partie du message du NPD en faveur du changement, c'est de dire aux électeurs ontariens, aux électeurs de la Colombie-Britannique, regardez, on gagne le Québec. Avec le Québec et vous, on peut renverser Harper. Si M. Mulcair perd la capacité de faire ce plaidoyer-là, de citer le Québec en exemple, ça mine d'une certaine façon sa force de changement, sa force de conviction auprès de ces électeurs-là. Moi, il y a un autre chiffre qui m'a surpris et que j'ai remarqué dans ce sondage-là, c'est Abacus a demandé aux gens, ceux qui veulent absolument le changement, pour qui votent-ils? Et même au sein de ce bassin d'électeurs-là, à l'échelle nationale, le NPD a perdu 10 points et sont maintenant absolument à égalité statistique avec le Parti libéral. Voilà, donc, Alex, on se posait la question au début de cette campagne, qui va s'emparer du thème du changement et va aller jusqu'au 19 octobre contre M. Harper et la stabilité, le statu quo, entre guillemets. Et là, ça s'est bataillé un peu. Là, les libéraux semblent, eux, en croissance constante. Là. Oui, ce qui est spécial, c'est qu'en fait, il y a plusieurs courses à travers le pays. Puis autant le NPD, les chiffres nationaux étaient dopés par le Québec. Et là, évidemment, comme il y a une dégringolade au Québec en raison essentiellement du débat sur le NICAB depuis 10 jours qui profite aux conservateurs beaucoup, autant les libéraux, leurs chiffres nationaux sont beaucoup dopés, notamment par l'Atlantique et l'Ontario, où ils font plutôt bien. Alors qu'au Québec, il n'y a pas eu énormément de changements depuis le début de la campagne. En Colombie-Britannique non plus, certainement pas dans les prairies. Donc, on se retrouve avec une multitude de courses régionales qui influencent les chiffres nationaux. Puis dès qu'une province bouge, pour une raison ou
une autre. Dans le cas du Québec, c'est le niqab où ça frappe clairement beaucoup plus fort ici comme controverse qu'ailleurs au pays. Mais là, ça fait réévaluer toute la dynamique pour ceux qui veulent un vote anti-Harper, pour ceux qui veulent du changement. Avec qui on se coalise? Est-ce que c'est les libéraux? Est-ce que c'est le NPD? On regarde les sondages nationaux, puis c'est ça qui a une influence en bout de piste et qu'il va en avoir une d'ici la fin du scrutin. Je vous donne 10 secondes chacun. Est-ce que vraiment, vous croyez que c'est le niqab qui a pu faire changer tout ça, Michel? C'est le niqab et les attaques de visage à deux faces, appelons-les comme ça, contre M. Molker. C'est clair que le niqab a un effet. Est-ce qu'il y aura un effet durable? Ça, c'est pas sûr. Souvenez-vous de la Charte des valeurs. Emmanuel, vraiment le niqab? Niqab, oui, mais aussi ces accusations de double discours. Moi, j'ajouterais au Québec la plateforme électorale du NPD. Dans une longue campagne, les gens finissent par les regarder, en entendre parler. On peut critiquer Justin Trudeau autant qu'on veut, mais je pense que tout le monde qui a écouté le débat savent qu'il y a un plan, qui veut dépenser de l'argent, qui veut relancer l'économie. Ça, c'est clair. Dans le cas de M. Mulcair, ce message plus diffus, où sa promesse phare, celle des garderies, a très peu d'écho ici, finalement. Et quand on dit les gens veulent du changement, il faut que leur vie aille mieux, mais le NPD peine à leur faire la preuve qu'au lendemain d'une élection néo-démocrate, il va y avoir des changements concrets dans la vie des gens. Alec? J'ai de la difficulté à croire que d'ici le 19 octobre, les gens qui veulent du changement, ils sont très nombreux au Québec. Là, le dernier sondage NANOS montrait que 75 des Québécois voulaient un changement de gouvernement à Ottawa. J'ai de la misère à croire que pour le seul cas du niqab, les gens vont soudainement se mettre à voter conservateur. Je pense que le NPD a le temps de redresser la situation. Je pense que même les libéraux au Québec qui font une campagne tout à fait potable pourraient aussi en profiter éventuellement. Alors, est-ce que c'est un moment dans la campagne? Mon impression, c'est que c'est un moment puis qu'on va finalement reparler d'économie, reparler d'affaires étrangères, reparler d'autres choses. Est-ce que ça va être trop tard pour le NPD? Ça, on verra. Affaires étrangères, justement, il y a un débat ce soir. Ceux qui, en passant, c'est à CPAC. CPAC le diffuse, un débat manque sur la politique étrangère. Je vous ai préparé 2-3 informations. L'opinion des Canadiens sur la politique étrangère du Canada approuve la mission militaire canadienne contre le groupe État islamique. 61 et 39 désapprouvent la mission. Autre question, l'opinion sur la politique étrangère croit que la principale priorité de la politique étrangère au Canada devrait être de bâtir de meilleurs liens commerciaux avec les autres nations, 57 Est-ce qu'on a un autre tableau? Oui, finalement, croit que la réputation internationale du Canada s'est dégradée depuis 10 ans, 41 et 21 que c'est amélioré. C'est intéressant qu'il y ait un débat sur la politique étrangère ce soir parce qu'il y a des enjeux réels qui sont un facteur cette fois-ci, Michel? Oui, c'est un facteur, mais c'est pas un facteur aussi grand que l'économie ou des choses comme ça, mais il y a des liens qui se font qui ne se faisaient pas avant. Par exemple, environnement et affaires étrangères, la conférence de Paris. L'environnement, c'est plus quelque chose qu'on décide seul dans sa cour de s'occuper de la pollution d'une usine ou d'une raffinerie. Donc, on voit que le monde est globalisé et que la politique étrangère touche beaucoup de choses. Cela dit, c'est quand même pas là qu'est la question de l'isoloir, rarement en politique canadienne. Dans un débat comme celui-là, d'ailleurs, c'est plus dangereux de perdre des points parce qu'on fait une erreur, genre dire Azerbaïdjan au lieu d'Afghanistan ou on peut se souvenir du nom de M. Poutine. Ça fait très mal. Alors que si on a un superbe débat de politique étrangère, je suis pas sûr que ça fait bouger les sondages le lendemain. Là. Alec et Emmanuel, il y a des positions bien tranchées sur la lutte contre l'État islamique, entre autres. M. Mulcair et M. Trudeau sont contre la poursuite des bombardements. Là, il y a un clivage, là, Emmanuel. Il y a un clivage, et ce qu'on voit aussi dans ce sondage Angus Reid, c'est qu'il y a une bonne part de l'électorat néo-démocrate ou libéraux qui sont pas nécessairement d'accord avec leur chef sur cet enjeu des frappes contre le groupe armé État islamique. Je vous dirais que pour les deux chefs, tant M. Mulcair que M. Trudeau, l'objectif de ce débat-là, c'est d'une part de passer au travers, comme disait Michel, sans s'enfarger, sans faire de gaffe. C'est le genre d'enjeu où, d'une part et d'autre, ils veulent remplacer le premier ministre. C'est une question de prestance, de crédibilité. M. Mulcair, lui, veut miser, convaincre les Canadiens. Vous voyez, je suis un premier ministre tout prêt en attente. Je dirais que c'est une stratégie de monter les attentes à l'égard de M. Mulcair. On va voir ce que ça a donné. Dans le cas de M. Trudeau, et encore, il se présente dans un débat où les attentes sont pas immensément hautes. Le but pour lui, c'est vraiment de montrer, peut-être, de rassurer les gens sur le fait qu'il est capable d'avoir non pas des phrases, des clips, des lignes là-dessus, mais assez de substance pour débattre adéquatement de ces enjeux-là, parce que pendant 2 heures, là, c'est quand même assez pointu. On va être obligé d'aller au fond des choses. Oui, exactement. L'idée, Alec, je vous donne 20 secondes, l'idée, c'est d'avoir l'air premier ministre, quoi.
Oui, et le premier ministre sortant a toujours un avantage dans ce type de débat-là parce que lui, il a paradé à côté des chefs d'État dans le G7, dans le G20. Il a déjà eu donc plusieurs années d'expérience sur la scène internationale, qui n'est pas nécessairement une scène internationale facile à expliquer, à comprendre. Hein. C'est rendu très complexe. On le vu avec la crise des migrants en Syrie qui s'est invité dans la campagne électorale. Il y a de multiples facettes. Et pour un chef de l'opposition d'avoir l'air à la hauteur d'un premier ministre sortant qui a eu cette expérience-là, c'est pas évident. Merci. En même temps, Justin Trudeau a beaucoup de travail à faire parce que lorsque ça avait commencé à être difficile pour lui, c'était autour justement des bombardements en Syrie. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous trois. À très bientôt. Au revoir. Vous êtes revenus. Très bien, au revoir. On est contents. Salut. Salut.